très rapidement le plan. L'idée, c'était quand même de vous présenter le syndicat, de faire un petit état des lieux de notre territoire aujourd'hui, puisqu'il a évolué dans le temps, un historique aussi de ce qu'ont désiré faire les élus, et faire évoluer dans le temps cette structure, et les raisons pour lesquelles elles ont évolué. Et vous détailler un petit peu nos missions pour comprendre un petit peu quel est cet outil, puisque l'idée ici, c'est de vous expliquer que les élus du territoire ont désiré eux-mêmes mettre en place un outil technique local pour développer ces projets. Une présentation rapide du territoire, parce que je pense que pas mal de territoires peuvent aussi se retrouver dans ce contexte-là. On est sur un territoire entre ruralité et zone périurbaine, on est, vous voyez, pas loin de Bordeaux, pas loin de la Cube et de la future métropole. Ça a un impact en termes démographiques, vous l'imaginez bien, avec une augmentation assez importante de la population sur certaines communes, et puis l'appauvrissement, forcément, pour d'autres, sur ce territoire-là. Donc c'est un territoire qui est quelque part en mutation en termes de population, puis en termes territorial, hein, comme un peu partout on a cette spécificité française d'avoir des millefeuilles de structures, de la commune jusqu'au pays et bientôt le SCOT pour nous, où il n'est pas forcément toujours très clair pour les élus de savoir qui fait quoi, sur quelle thématique. C'est aussi pour ça que les élus, un petit peu en avance, puisque ça a démarré en 1987, ont désiré créer la maison de l'habitat, avec dans un premier temps l'objectif de pouvoir mettre en place sur le territoire leur politique du logement, de l'habitat à partir de 97 avec la mise en place des plans locaux de l'habitat, les connaître. Et puis dès 2003, cet outil avait vocation aussi à mettre en place la politique énergétique des élus du territoire sur les 103 communes qui composent notre territoire. Et puis après, tout naturellement, des choix ont été faits. En 2003, on était essentiellement sur les bâtiments, sur la maîtrise des consommations d'énergie, puis tout naturellement, la réflexion de savoir comment on approvisionne ces bâtiments en énergie nous a forcément poussé à réfléchir aux énergies renouvelables et à leur développement sur le territoire. Les missions du CIFEM, je ne vais pas les détailler, mais c'est ce que je viens de vous dire, on est sur des missions d'assistance auprès des particuliers et des collectivités pour tous leurs projets de réhabilitation et de maîtrise des consommations d'énergie et de développement des énergies renouvelables, avec une spécificité qui a été on s'aperçoit que c'est pas le massif landais, hein. On a une surface, un taux de couverture d'environ 17 à 18%, ce qui est quand même très faible. On a 18 000 hectares de forêt, 18 000 hectares de vignes. Là aussi, des sous-produits viticoles existent, ils sont à l'étude aujourd'hui pour pouvoir être valorisés. Pourquoi le bois énergie aussi? Parce qu'on sait qu'en développant le bois énergie, on va pouvoir substituer quand même une grosse partie des énergies actuellement utilisées pour le chauffage. Et contrairement à pas mal d'autres énergies renouvelables, si on veut intervenir sur le chauffage, le bois énergie a quand même un potentiel de couverture de ses besoins qui est quand même assez important. Encore faut-il arriver à mobiliser la ressource, on va le voir, hein, créer des chaufferies freins techniques, quoique, sur le premier groupe, on va s'apercevoir qu'il y a quand même des freins techniques au développement, mais c'est surtout la filière d'approvisionnement. Voilà, quand on part de rien, comme c'était le cas chez nous, l'enjeu était vraiment d'arriver à structurer une filière locale, à regarder ce qui se passait aussi ailleurs, à un niveau régional, je vais y revenir, et en définitive à vraiment miser sur le développement d'une filière ultra-locale sur notre territoire, en partenariat avec les entreprises. La mission liée au bois énergie, elle est un petit peu spécifique. L'idée pour le syndicat, c'était aussi petit à petit de gagner en compétences internes, techniques, pour pouvoir, sur certaines thématiques, pour pouvoir nous-mêmes aussi maîtriser un minimum le système quand même, et puis pouvoir expérimenter et acquérir de l'expérience. L'idée des élus, parce qu'à ce moment-là, il y avait assez peu de réseaux de chaleur en Aquitaine, il y avait beaucoup de chaufferies, par exemple en Dordogne, il y a assez peu de réseaux de chaleur avec une problématique de vente d'énergie, par exemple, c'est un peu nouveau. Est-ce qu'on peut vendre de l'énergie, à quelles conditions, dans quel cadre? Voilà, c'est ces recherches-là qui ont été faites, et des installations, pour montrer qu'il n'y en a pas énormément des installations aujourd'hui, mais ces installations, c'est-à-dire les
nous ont permis, depuis 2008, associés à des études, des audits aussi qui ont été faits sur les installations, d'acquérir un maximum d'informations sur des installations en plus qui vont de 55 kW, je ne sais pas si c'est très lisible, jusqu'à 1250 kW, donc sur des gammes de petite, moyenne puissance, hein, de chaudières. On n'est pas sur des très grosses installations où là le retour, nous on l'a pas, aux industriels ou à des grosses collectivités qui peuvent le faire. Mais en tout cas sur les installations de moins de 2 MW, hein, c'est une tranche assez connue hein, sur les installations, de 0 à 2 MW, on a désiré, enfin les élus ont désiré instrumenter, équiper la façon la plus efficace possible les installations pour acquérir de l'expérience. La première partie, je vais vous parler de la construction et de l'exploitation des chaufferies, on reviendra sur l'approvisionnement après. Ce que l'on peut dire de façon générale, c'est qu'on a remarqué que ces phases d'études, de prospection et d'études, je vais revenir sur la prospection, mais des phases d'études qui sont quand même très longues mais complètement nécessaires. On est sur des équipements qui ont une périlleuse nécessité d'être très bien dimensionnés, c'est-à-dire adapter les besoins aux équipements, ce qui n'est pas forcément toujours le cas sur les autres énergies, donc ça demande des temps d'études assez longs. Et puis le fait que ce soit des projets assez longs, ça permet aussi, et c'est plus qu'essentiel sur ces projets-là, pour des collectivités qui désirent porter elles-mêmes leurs projets. Je le répète ici, je vais peut-être pas détailler, je vais y revenir après, le choix a vraiment été pour ces collectivités de gérer elles-mêmes leurs équipements, leurs services, et donc de ne pas forcément faire appel à des entreprises privées pour ça, en tout cas pour l'instant. Et donc pour ça, il faut pour avoir poussé au maximum les réflexions aussi, quand on crée un réseau de chaleur, là on n'est plus dans le cadre de réseau de chaleur, hein, d'étudier quelle étendue, ou jusqu'où on va pouvoir aller avec ce réseau de chaleur, techniquement, et puis en termes de volonté politique aussi. Et puis aussi en termes de gestion. C'est essentiel, comment est-ce qu'on va gérer, d'ailleurs sur la forêt on pourra retrouver le même type de réflexion, comment est-ce qu'on va, quel mode de gestion on va avoir sur nos installations. Ici le choix a été fait de faire un choix de régie autonome, où les collectivités font tout de A à Z. Voilà, il y a d'autres solutions, mais cette solution-là, elle nous permettait de suivre de très très près les installations. C'est-à-dire que un suivi assisté, ça, pour nous, c'est essentiel pour la réussite du projet. Alors la réussite du projet, ça veut dire quoi ? On considère que le bois énergie, son intérêt, il réside en plusieurs points. Le faible impact du coût de la ressource sur le prix de la chaleur livrée au bout du tuyau, attention je précise bien, tout en rémunérant convenablement le propriétaire forestier et la filière, mais globalement quand on regarde l'équation, le prix de la ressource, dans le prix de la chaleur qui est fournie, il est de 20, 30, peut-être 40% dans certains cas, c'est-à-dire 2 fois moins qu'avec du fioul, du propane ou du gaz. Donc là il y a un intérêt, mais on va voir que cet intérêt, il faut le maintenir. Il faut être sûr que 10 ans après, 5 ans après, l'installation continue à conserver cet intérêt-là. Le deuxième intérêt, il est aussi en termes d'émissions atmosphériques. On parle beaucoup du bois énergie, les émissions atmosphériques. C'est pas ces chaufferies-là qui créent des pollutions atmosphériques. Elles sont très bien équipées. La combustion est maîtrisée. Là aussi, c'est conditionné à certaines choses, en particulier la conduite des installations. Et puis le troisième élément qui est important, c'est le développement local. Dans l'équation qui fait tout l'intérêt du bois énergie, il y a une partie d'entretien, de maintenance, de conduite, de présence de l'humain, hein, donc, qui est plus importante que pour une installation traditionnelle. Il ne faut pas mentir, enfin, nous on ne monte pas au maître d'ouvrage. Une chaufferie bois, ça demande plus d'entretien qu'une chaudière gaz. Mais l'intérêt est là, c'est-à-dire que l'entretien il est fait par nos entreprises locales. C'est de l'activité, c'est du développement local. C'est aussi un des intérêts. Pour conserver tous ces intérêts-là, pour que l'équation fonctionne, eh bien, il faut qu'on puisse suivre minutieusement, pas à l'extrême non plus, hein, mais il faut quand même pouvoir suivre tout simplement les performances de l'installation. On a remarqué en fait qu'une installation qui est optimisée et une qui ne l'est pas, on aura beau la regarder, les kilowattheures sortiront quasiment toujours du tuyau. Donc, à mon avis, pour être sûr de maintenir tout l'intérêt du projet sur plusieurs années, il est important de suivre les installations. Suivre les installations, ça ne veut pas dire forcément compteurs d'énergie. Je ne parle pas des compteurs qui permettent de vendre, ceux-là ils sont obligatoires, c'est la règle. Les compteurs en chaufferie, on a vu des chaufferies sans compteur. Donc impossible de savoir si les installations fonctionnent bien. Globalement, si on
creuse pas le sujet, ce qu'on désirait faire les élus ici, on peut avoir une chaufferie bois qui a plus une équation qui fonctionne et dont l'intérêt est plus toujours au rendez-vous. Des réseaux de chaleur qui évoluent dans le temps, ça c'est quelque chose qu'on a remarqué. C'est peut-être être victime du succès, ou en tout cas victime de ce qu'on essaie de faire sur le territoire. On a trouvé une solution à ça. Notre problématique, c'était de développer en parallèle des réseaux de chaleur au bois, et puis à côté, de citer les élus à isoler leurs bâtiments au maximum. Alors on a fait avant la réalisation des réseaux de chaleur, on a fait isoler certains bâtiments, mais pas tous. Et en particulier pas les bâtiments privés sur lesquels on n'a pas trop forcément de poids. Mais le fait est que nos programmes d'animation, de maîtrise des consommations, puis globalement au niveau national, les gens réduisent leurs besoins, ce qui fait que l'équation économique, elle, est plus toujours trop au rendez-vous. Donc, depuis cette année, en collaboration avec toutes les régies, on établit des schémas directeurs des réseaux de chaleur, c'est-à-dire qu'on regarde aujourd'hui où on en est, on sait que les consommations vont baisser, et on est en train de lancer des programmes de raccordement. Un réseau de chaleur, il faut que ça évolue, puisque de toute façon les mentalités évoluent et les habitats consomment de moins en moins. Ces réseaux de chaleur, s'ils sont là pour 20 ou 30 ans, il va falloir réfléchir bien en avance à comment on les fait évoluer, c'est-à-dire optimiser au maximum les dépenses, faire que les installations fonctionnent bien, et de l'autre côté, faire que... Sur la partie technique, voilà ce que l'on peut en dire. Un retour de 8 années d'exploitation sur certaines installations, de moins de 2 mégawatts. On s'est rendu compte que, au-delà de la qualité de la conduite, on pourrait y revenir, mais la qualité que peuvent apporter les agents chez nous, mais éventuellement les entreprises sur l'entretien, la conduite minutieuse, la vérification des performances, au-delà de ça, il y a un élément essentiel, c'est la qualité du combustible. On s'aperçoit sur ces puissances-là en tout cas, sur le reste, je laisserai les exploitants de chaufferie de 2 à 20 MW s'exprimer, mais à moins de 2 MW, le combustible il est au centre du système en réalité. C'est-à-dire que si on met un bon combustible, je dis une petite bêtise, il n'y a pas de bon ou de mauvais combustible, mais un combustible adapté à la chaudière, pour lequel il est fait, on se met à l'écart énormément de problèmes, voire des coûts supplémentaires. Donc du coup, il y a vraiment tout intérêt à avoir des combustibles de qualité. Ça veut dire avec une très bonne adéquation entre ces caractéristiques hygrométriques, l'humidité puis les taux de fine, et la chaudière qui est en face. La filière d'approvisionnement a été longue à mettre en place, on s'en doutait un petit peu. Aujourd'hui, au bout de 10 ans de développement de la filière, on n'est pas complètement au bout encore. On n'est pas complètement au bout. On a des professionnels qui étaient un petit peu indécis et peu confiants au début. C'est tout le paradoxe de la fête de la poule, c'est qu'ils commencent, est-ce que c'est les forestiers, enfin la filière qui commence à produire du combustible et puis les projets vont arriver, ou le contraire. De toute façon, je crois que à chaque contexte, sa filière d'approvisionnement. Il faut pouvoir s'adapter en termes de contexte. On peut difficilement reproduire une maquette d'un endroit à un autre. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, sur cette filière d'approvisionnement, qui approvisionne quoi? Un produit sur lequel il est assez difficile d'avoir de la traçabilité, il n'y a pas de normes, il y a des référentiels. Tout est basé sur les relations humaines, la confiance, voilà, le relationnel. Ce qui fait qu'en fait, tout dépend un peu du jeu d'acteurs, le casting qui va se mettre en place sur le territoire. On en a fait quelque part un peu les frais, et le syndicat de déchets aussi. On a un écueil sur cette filière locale que l'on a créé donc à l'origine en partenariat avec un syndicat de déchets, qui avait donc des moyens mutualisés, des transports, des moyens humains, du foncier pour créer une plateforme. Et donc on est parti dans l'aventure avec ce syndicat, peut-être en ayant fait une erreur, c'est-à-dire lui indiquer vers où on voulait aller. C'est vrai qu'en termes de qualité de combustible et d'exigence, on n'était pas très exigeant au début, c'était le lancement, ce qui convenait bien du coup au syndicat, et puis petit à petit, avec le suivi que l'on faisait, on s'est aperçu qu'il fallait absolument avec des taux de fine qu'il fallait essayer de réduire au maximum. Et très clairement, au bout de quelques années, le syndicat nous a dit stop, on ne pourra pas respecter les cahiers des charges, on ne peut pas vous suivre sur ce que vous nous demandez de faire, donc acheter un crible, avancer dans la démarche qualité, et on désire se recentrer sur des activités qui sont plus liées aux déchets, puisque comme tout syndicat, il a des projets de méthanisation, de recyclerie et autres. Et voilà, il y a 2 ans environ, ils nous ont expliqué
clairement qu'il se retirait de la filière bois énergie. Encore une fois, on est face à du relationnel et de la relation fournisseur-client. On a fait appel à l'entreprise qui fournissait le syndicat à l'origine. C'est pas le syndicat, je ne l'ai pas précisé, mais le syndicat ne valorisait pas des bois un peu au début, et puis après, de bois de déchetterie, de bois de rebut non traités, de palettes non traitées, donc on sait que le tri n'est pas toujours évident. Lui achetait en fait de la plaquette aux forestiers, avec qui maintenant nous travaillons en quasi-exclusivité, malheureusement. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne consomme que 2500 tonnes de bois déchiqueté sur le territoire. On est très loin du seuil qui permettrait d'avoir 1, 2, 3, voire 4 acteurs et de la concurrence. On en a complètement conscience. Aujourd'hui, on sait qu'on est un peu pieds et mains liés, mais avec une entreprise avec laquelle on a de la chance d'avoir une écoute. Et une entreprise qui a su vraiment complètement réagir et transformer sa plateforme. C'est en cours actuellement et a su investir petit à petit. Mais c'est quelque chose qui aussi a été quand même assez long. Tout est donc basé sur une confiance client-fournisseur dont on sait aujourd'hui qu'elle serait grandement renforcée si on travaillait sur ce qu'on appelle la certification. C'est une certification de service qui existe aujourd'hui mais qui n'existe pas en Aquitaine, qui existe en Poitou-Charentes, qui existe en Rhône-Alpes et dans d'autres régions, qui permet de certifier le fournisseur sur sa capacité à donner le bon conseil, le bon combustible avec le bon équipement, qui a les équipements nécessaires et qui peut le démontrer pour produire un combustible de qualité. Voilà, nous ce qu'on essaie de faire en Aquitaine, et on espère qu'en 2015 ça va pouvoir déboucher, de pouvoir mettre en place cette certification et idéalement de certifier notre entreprise dès l'année prochaine. Voilà, il y a eu pendant ces quelques années, il faut dire aussi que sur l'approvisionnement, et ça démontre un peu le manque de clarté qu'il peut y avoir sur les filières d'appro, de quoi on parle, du combustible, du bois de trituration, est-ce qu'on parle de taux d'humidité ou pas. Nous, on considère qu'il y a un manque de clarté, et ce serait très intéressant de pouvoir précisément qualifier les combustibles, certifier les entreprises, et du coup soulager un peu les maîtres d'ouvrage. C'est une des préoccupations principales dès l'instant qu'ils ont des projets. Qui va nous approvisionner? Comment est-ce qu'on peut s'organiser localement pour peut-être créer nous-mêmes l'approvisionnement? Si on est beaucoup plus clair sur ce qu'on appelle un combustible et son adaptation à certains équipements, installation collective de chauffage, comme on est en train de parler, mais plutôt de l'industrie, et qui n'a jamais su vraiment respecter les cahiers des charges et qui n'était pas forcément équipé pour pouvoir les respecter. Voilà. Donc il faut vraiment séparer ce segment-là, on va dire, du marché. Tous les exploitants de chaufferie. Bien connaître ses besoins en combustible, et ça, en plusieurs années, effectivement, on a pu, au-delà de ce qui est écrit dans le cahier des charges des chaudières, qui est souvent très large, on a l'impression de pouvoir mettre un peu ce qu'on veut, en réalité, c'est pas le cas. On a vu quelles étaient nos marges de manœuvre et les types de combustible qu'il fallait pour chacune de nos 6 chaudières, 5 chaudières sur les réseaux de chaleur. L'avenir, pour nous, la feuille de route, elle est de toute façon complètement cadrée avec elle est encadrée, on va dire, un petit peu sur ce contexte régional qui est quand même tendu. Alors tendu pourquoi? Par l'augmentation. Si on parle de bois énergie comme on en parle là aujourd'hui, de chauffer des bâtiments sur les installations performantes, qui déstabilisent qui que ce soit sur le massif forestier. Il n'empêche, c'est 35 000 emplois sur la région, et le choix a été d'éviter à tout prix d'intervenir sur ce massif, et donc de rester vraiment sur notre territoire pour pouvoir développer les choses, et donc de ne pas rentrer en concurrence avec ce territoire. Une volonté forte d'autosuffisance locale. L'autosuffisance locale, et donc voir dans quelle mesure le bois énergie, exploité de façon raisonnée, en travaillant avec les propriétaires forestiers, j'y reviendrai, mais on travaille un petit peu sur la ressource aussi, voir quel potentiel il peut nous donner pour engager notre transition énergétique. Dans le cadre du TEPOS, c'est notre sujet d'actualité.
ne sont pas forcément utilisés. On le voit ici, hein, on a des projets de valorisation des sarments de vigne aussi. On a des quantités sur le territoire. Donc là, on est en train de lancer des études physico-chimiques hein, sur ce que contiennent ces sarments en fonction des types de cultures. Et puis, avec l'aide du CRPF, depuis 2012, on a mis en place un plan de développement de massif dont l'objectif est de dynamiser notre petite surface forestière. Alors, on a beaucoup de surfaces, mais elles sont toutes petites, très morcelées, appartenant à 100% à des privés. Et donc, on s'est dit que l'action qu'on menait sur l'énergie, sous la forme d'un guichet unique, qui marche bien, vraiment, sur le territoire, on est bien identifié là-dessus, ça serait intéressant d'avoir un guichet unique, un peu sous la même forme, sur la partie forêt, c'est-à-dire pouvoir apporter aux propriétaires forestiers, aux petits propriétaires forestiers, un conseil, un diagnostic, le territoire dans ce domaine-là, et aussi, et surtout, recréer ce qu'on a perdu sur le territoire, c'est la culture forestière. Les gens ne savent plus trop. Il y a eu, parce qu'on avait des scieries un peu partout sur le territoire, il n'y en a plus qu'une seule depuis peu, et la culture forestière s'envole. Et le fait d'avoir aujourd'hui pas du tout, on fait très peu de bois énergique le plan d'animation de massif, parce que la meilleure valorisation c'est quand même le bois d'œuvre, et c'est l'objectif principal des plans d'animation de massif. On n'est pas sur de la coupe rase, on est sur de l'éclaircie, sur valoriser ce qui existe. On a quelques beaux arbres sur le territoire, les gens ne le savaient même pas. Voilà, donc ça aussi c'est une démarche à mon avis qui va être un peu longue. D'ici 5 ans, à mon avis, on aura des chantiers sur lesquels on produira du bois énergie. On en produit déjà un petit peu, hein, mais voilà, le premier principalement en bois d'œuvre, et en bois de chauffage bois bûche, hein, pardon, aussi. Hein. Il faut le dire ici, on voulait absolument éviter une chose, c'était de déshabiller une filière pour en habiller une autre, c'est-à-dire d'aller manger du bois bûche pour faire du bois déchiqueté, ce qui est un petit peu le cas aujourd'hui chez nous. Et donc, en fait, on s'aperçoit sur le territoire, avec les études qui ont été faites, qu'il y a quasiment 9000 stères de bois bûche qui sont consommés hein, sur le territoire. Et on sait qu'il y en a une bonne moitié qui partent dans les conduits de foyers ouverts, de cheminées ouvertes, de choses qui sont absolument pas performantes et même pas très bonnes pour la santé. Et donc l'idée, c'est de monter un programme de renouvellement de ces appareils. Alors c'est des choses qui se sont faites ailleurs à Grenoble ou ailleurs, hein, c'est des choses qui sont assez traditionnelles, mais qui vont permettre d'une part de réduire les émissions atmosphériques polluantes. Je n'en ai pas parlé là, dont on sait qu'elles sont générées non pas par les chaufferies automatiques, mais surtout par ces systèmes individuels au bois, et aussi pour nous de rationaliser l'usage du bois, c'est-à-dire de baisser un peu la consommation de bois, de la rationaliser au maximum pour pouvoir produire plus de bois déchiqueté. Aujourd'hui, on est un peu, on est face, on en parlera peut-être tout à l'heure sur la solidarité territoriale, mais on a une grosse collectivité pas trop loin de chez nous, la CUB, qui aimerait bien monter des projets, qui n'a pas de surface forestière. La réflexion est en cours sur est-ce que nous, on ne pourrait pas leur amener du bois? Est-ce qu'il doit y avoir un échange? Est-ce qu'on doit fournir en énergie ces territoires-là? En tout cas, aujourd'hui, il va falloir en faire pas mal d'exploitation forestière et peut-être réduire la consommation de bois bûche pour y arriver, pour pouvoir livrer les 600 000 tonnes sur la CUB, c'est ça, Henri? Voilà, ou participer tout simplement à cette filière-là. En tout cas, l'objectif, c'est de pourvoir un sur le combustible, hein, on a encore un combustible dont les caractéristiques hygrométriques varient un peu trop, on a quelques petits soucis techniques, par manque de surface couverte en fait, hein, mais voilà, on sait que plus on aura un combustible sec, sans aller dans des extrêmes, plus on aura une efficacité au sein des chaudières, et en termes de qualité de... Sur ce schéma en fait, qui représente l'état des lieux énergétiques de notre territoire, sous la forme d'un diagramme de Sankey, on voit bien les flux et on s'aperçoit qu'il y a du travail avant d'être vers l'autonomie énergétique complète. En tout cas, sur les transports, on sait que c'est un sujet auquel on ne s'attaquera pas tout de suite, en tout cas, parce qu'on n'a pas compétence et on n'est pas, voilà, on n'est pas les mieux placés pour pouvoir travailler sur ça. Mais sur tout ce qui est chauffage, on va essayer de transformer toutes ces importations d'énergie, de les faire passer sur les productions locales. Vous voyez qu'aujourd'hui, en termes de production locale, il y en a. Hein, on a du solaire thermique, du bois, énergie,
solaire photovoltaïque et des pompes à chaleur, voilà, on touche un pourcentage très très faible des besoins. Ça veut dire que le chemin est encore très 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 long pour arriver à la transition énergétique. Mais on compte bien sur le bois énergie pour nous aider voilà, à subvenir à une grosse partie de ces besoins et petit à petit aussi à faire que les exportations de bois ouvrières voilà, soient plutôt de la production locale qui alimente nos industries, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui.